Si toi aussi tu penses que la mobilité sociale n'est empêchée que par des freins extérieurs, cet épisode est pour toi. On parle beaucoup de freins à la mobilité sociale. Le réseau, le diplôme, le capital économique, les discriminations, ces freins sont réels, documentés et ils méritent qu'on les combatte. Pour autant, il y a aussi un autre niveau de frein dont on parle beaucoup moins, ceux que nos biais cognitifs et ceux de notre entourage installent en nous. Ces freins inconscients peuvent nous bloquer même quand tous les obstacles extérieurs ont disparu. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi notre cerveau peut devenir son propre plafond de verre, quels biais cognitifs sont à l'œuvre et surtout comment commencer à s'en libérer. Bienvenue dans Les Biais dans le plat, le podcast qui vous aide à décoder les biais cachés qui influencent nos perceptions, nos choix et nos interactions. Comprendre les raccourcis mentaux que nous utilisons tous les jours, c'est reprendre la main sur notre destin. Ça a marché pour moi, je vais vous montrer comment y arriver aussi. Alors je vais commencer aujourd'hui par une image. Imaginez quelqu'un qui a tout fait juste. Des études, des efforts, des sacrifices. Souvent, c'est le premier ou la première de sa famille à aller aussi loin. Les obstacles extérieurs sont là, mais ils sont franchissables. Et pourtant, au moment de postuler, de prendre la parole, de demander, quelque chose se bloque. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque d'ambition, c'est une voix intérieure très efficace qui dit non avant même qu'on ait posé la question. Cette voix, je l'entends dans les témoignages qu'on me partage. Je l'ai entendue dans mon propre parcours. Et ce que 20 ans d'expérience professionnelle et plusieurs années à travailler sur les biais cognitifs m'ont appris, c'est que cette voix, ce n'est pas la vérité, c'est un mécanisme. Et un mécanisme, ça se comprend. Et ce qui se comprend peut, au moins en partie, se modifier. Aujourd'hui, dans les biais dans le plat, on parle de mobilité sociale. Pas de freins extérieurs, ceux-là on les connaît. On parle des freins intérieurs, de ce que les biais cognitifs font à notre capacité d'oser, de prendre de la place, d'avancer vers un monde qui n'est pas encore tout à fait le nôtre. Alors au sommaire, on va expliquer d'où viennent ces freins intérieurs et pourquoi ils ne sont pas des défauts. On va expliquer les 3 mécanismes qui nous empêchent d'oser. On va parler de la question piège, qui est vraiment responsable, et on va expliquer comment commencer à passer à l'action, même quand on ne se sent pas prêt. Commençons par ce qui est peut-être le plus important de cet épisode. Ces freins intérieurs, ces automatismes qui nous freinent ne sont pas des défauts de caractère. Ce ne sont pas des preuves qu'on n'est pas fait pour ça. Ce sont au contraire des éléments bien réels, des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, une fois qu'on les a compris, on peut apprendre à les déjouer. On est tous avec la même architecture cognitive de base. Un cerveau fait pour économiser de l'énergie, pour généraliser et pour aller vite. C'est universel, c'est humain. Mais le contenu de nos biais, lui, se construit. Il vient de notre éducation, de notre milieu, des messages qu'on a reçus répétitivement et c'est là que la mobilité sociale entre dans l'équation. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement où on lui a toujours dit, explicitement ou implicitement, que certaines choses n'étaient pas faites pour lui, que prendre de la place était risqué et qu'il valait mieux rester discret, ce quelqu'un va développer des biais très spécifiques autour de la légitimité et de la prise de risque. Ces biais ne sont pas des faiblesses, ces biais sont des réponses rationnelles à un environnement. Le cerveau a appris à se protéger, il a fait exactement ce pourquoi il est fait, économiser de l'énergie pour se concentrer d'abord sur notre survie. Le problème, c'est que ces stratégies de protection continuent de s'activer longtemps après que le danger initial ait disparu. Vous avez changé de milieu, vous avez le diplôme, vous avez les compétences, mais le cerveau, lui, joue encore avec les vieilles bandes. Il prend des décisions à votre place. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas inné, c'est appris, et que ce qui est appris peut en partie se désapprendre. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre ce qu'on est en train de désapprendre. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui de 3 mécanismes qui nous empêchent d'oser et qui jouent un rôle particulièrement lourd dans les parcours de mobilité sociale. Premier mécanisme, ce n'est pas pour moi. C'est sans doute le plus répandu dans ces parcours et le plus invisible. On ne dit pas consciemment je renonce, on ne prend pas de décision. On ne pose même pas la question de savoir si on en serait capable. L'idée est court-circuitée avant même d'avoir eu le temps d'exister. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que notre cerveau fonctionne par comparaison. Il évalue en permanence. Est-ce que ce que je vois autour de moi ressemble à ce que je suis ? Si je n'ai jamais vu quelqu'un qui me ressemble, par l'origine, le genre, le milieu social,
Dans ce rôle, dans cette école, dans ce secteur, mon cerveau en tire une conclusion automatique. Cet espace n'est pas fait pour moi. Et ce n'est pas de la résignation consciente, c'est une inférence cognitive aussi rapide et automatique que de reconnaître un visage. Et c'est pour ça que la représentation n'est pas une question symbolique, c'est une question cognitive. Les modèles ne servent pas qu'à s'inspirer, ils servent à calibrer ce que le cerveau considère comme pour quelqu'un comme soi. Quand on voit des gens qui nous ressemblent dans des positions ambitieuses, le cerveau met à jour sa carte du possible. L'absence de modèle, c'est un signal négatif constant, discret, permanent et efficace. Et le pire, c'est que les personnes chargées de présenter ces modèles, les médias, les institutions, les entreprises, sont elles aussi influencées par les mêmes biais. Sans en avoir conscience, elles accentuent le phénomène en choisissant toujours le même type de modèle, celui qui ressemble à ceux qu'elles ont déjà montrés. C'est pour ça, par exemple, que les hommes constituent encore 75% des personnes citées ou mentionnées dans des articles de presse. Et les conséquences de cette prévalence sont bien plus lourdes qu'on ne le pense sur la façon dont chacun définit ce qui est accessible pour lui. Deuxième mécanisme, je ne me sens pas légitime. Celui-là, beaucoup de gens qui vivent en mobilité sociale le connaissent intimement. Mais peu savent exactement ce qu'il se passe dans leur tête quand ils s'activent. Plusieurs biais se superposent. D'abord, le syndrome de l'imposteur, cette conviction que vos réussites sont dues à la chance, au contexte, aux autres, jamais à vous, et que si les gens savaient vraiment qui vous êtes, ils seraient déçus. Dans un parcours de mobilité sociale, ce mécanisme a une dimension supplémentaire, parce qu'on évolue souvent dans deux mondes en même temps, le milieu d'origine et le nouveau milieu. Et on se sent parfois illégitime dans les deux. Trop parti pour les uns, pas assez arrivé pour les autres. Ensuite, il y a ce que les psychologues appellent le biais d'attribution inversé. On s'attribue les échecs et on s'efface des succès. J'ai raté parce que je ne suis pas assez bon, j'ai réussi parce que j'ai eu de la chance. Ces deux mécanismes combinés produisent une voix intérieure redoutablement efficace. Elle ne crie pas, elle murmure. Tu n'es vraiment pas à ta place. Ils vont bien finir par s'en rendre compte. Tu as été chanceux jusqu'ici. Et cette voix parle en priorité dans les moments de vulnérabilité. Les prises de risques, les nouvelles situations, les environnements inconnus, précisément là où on aurait besoin d'elle le moins possible. Le troisième et dernier mécanisme que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les peurs héritées. C'est peut-être le plus douloureux à reconnaître dans un parcours de mobilité sociale, parce que les personnes qui freinent le plus ne sont pas toujours vos ennemis. Ce sont même souvent les gens qui vous aiment le plus. Des parents qui ont peur de vous voir échouer. Des proches qui ne voulaient pas que vous vous blessiez. Des gens dont le propre horizon était limité et qui vous ont transmis cet horizon comme carte du monde. Mais leur propre expérience du monde, leur propre biais sur ce qui est possible, sur les risques, sur ce à quoi vous avez droit, a filtré leur regard sur votre avenir. Ils vous ont transmis leur peur en croyant vous protéger. Et ces messages ont un poids cognitif particulièrement lourd parce qu'ils viennent des gens en qui vous avez le plus confiance. Une phrase entendue une fois, on peut la mettre à distance. Une phrase entendue 100 fois, dans la bouche de gens qu'on aime, dans des contextes variés, elle finit par s'installer comme une vérité sur soi-même. La répétition est le mécanisme clé, pas la violence du message. Reste à ta place, ce n'est pas notre monde, ne prends pas trop de risques. Ces phrases ne marquent pas parce qu'elles sont brutales, elles marquent parce qu'elles sont répétées par des gens de confiance au moment où on est le plus perméable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de nos peurs professionnelles ne nous appartiennent pas vraiment. Ce sont des peurs héritées d'un monde qui n'est plus le vôtre ou qui ne le sera plus longtemps. Et les reconnaître comme telles, c'est déjà commencer à s'en distancer. Finalement, on arrive à la question piège. Qui est responsable ? Il y a une tension dans ce sujet que je veux vous adresser directement, parce qu'il y a un risque réel à parler des freins intérieurs, Ce risque, c'est de laisser croire que si quelqu'un ne réussit pas sa mobilité sociale, c'est sa tête qui en est la cause, que le problème est entièrement chez lui, que s'il travaillait un peu plus sur lui-même, tout s'arrangerait. Et ce serait faux. Et ce serait dangereux. Les biais cognitifs dont je parle ne se développent pas dans le vide, ils se développent en réponse à un environnement, et ils sont souvent des réponses rationnelles à des situations injustes. Quelqu'un qui a grandi dans un milieu où l'ambition était découragée n'a pas développé un problème psychologique. Il a développé une réponse adaptative à son contexte. Ce n'est pas la même chose. Travailler sur ses freins intérieurs, c'est reprendre du pouvoir sur soi. Ce n'est pas absoudre les structures et les institutions de leurs responsabilités.
Ces deux travaux doivent avancer en parallèle, pas l'un à la place de l'autre. Et j'ai envie de dire aux organisations quelque chose d'aussi direct. Proposer une formation confiance en soi à des collaborateurs qui évoluent dans un environnement qui punit la prise de parole, qui ne les représente pas, qui favorise systématiquement d'autres profils, ce n'est pas de l'inclusion, c'est de la cosmétique. La confiance ne se décrète pas par une formation de 2 jours, elle se construit par des expériences de succès dans un environnement safe. Le rôle des organisations, c'est de créer cet environnement, pas de faire porter à l'individu la responsabilité d'un problème systémique. Ce que je propose dans mon podcast, c'est un outil de reprise du pouvoir personnel, pas un alibi pour ceux qui ont le pouvoir de changer les structures et choisissent de ne pas le faire. D'ailleurs, je crois profondément que les biais cognitifs devraient être au programme de toutes les formations managériales et j'aspire à y contribuer. Alors finalement, venons-en au concret, parce que comprendre sans avoir d'outils, c'est frustrant. Comment oser se lancer, même sans s'en sentir prêt, quand on a l'impression de ne pas être tout à fait à sa place ? D'abord, il faut reconnaître le signal. Le signal le plus faible que j'ai identifié, c'est la dissonance entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Quand on se retrouve à repousser une nouvelle fois une candidature, à relire encore une fois un email avant de l'envoyer, à trouver une nouvelle raison de ne pas être prêt, et surtout quand la raison qu'on se donne change chaque fois. Je n'ai pas le bon diplôme, je n'ai pas assez d'expérience, ou ce n'est pas le bon moment. Le prétexte change, le résultat est le même. C'est souvent là que le frein n'est pas dans la situation, il est bien dans la tête. Et j'ajouterais même, la seule vérité, c'est que ça n'est jamais le bon moment. Le bon moment n'existe pas quand on prend un risque, il se crée en prenant le risque. Ensuite, je vous conseille d'apprendre à nommer le risque. C'est une action qui est beaucoup plus puissante qu'elle en a l'air, parce que nommer un mécanisme, c'est le dépersonnaliser. Ce n'est plus « je ne suis pas à ma place », mais c'est mon cerveau applique un biais qui me fait douter de ma légitimité dans cet environnement parce qu'il n'a pas encore de preuves suffisantes que j'y ai ma place. Ce glissement semble tout petit, il est énorme. Je ne suis pas à ma place, c'est une identité. Et on ne peut pas grand-chose contre une identité. Mon cerveau fait ça, c'est un mécanisme. Et on peut travailler avec un mécanisme. Enfin, un dernier point, j'aimerais vous convaincre de développer votre stratégie de la preuve. Plutôt que d'essayer de se convaincre qu'on est capable, c'est un exercice épuisant et rarement efficace quand le doute est fort, cherchez une seule preuve concrète que vous avez déjà fait quelque chose de comparable. Pas une liste de qualités, une preuve, un moment précis. Il y a 2 ans, j'ai fait ça dans ces conditions. Et cherchez ces preuves partout, dans vos vies professionnelles, mais aussi dans vos vies personnelles. Parce qu'au fond, quelqu'un capable de gérer un déménagement dans une nouvelle ville, de naviguer entre 2 cultures, de tenir debout dans des contextes difficiles, cette personne a déjà prouvé une capacité d'adaptation remarquable. Ces preuves-là comptent tout autant que les autres. Le cerveau est câblé pour les preuves concrètes. Une anecdote réelle fait bien plus de travail cognitif qu'une affirmation abstraite. Et si vous ne trouvez vraiment aucune preuve, alors créez-en une, au moins une petite. Fixez-vous un objectif atteignable. Une situation plus accessible à moindre risque peut construire la première brique, parce que la confiance ne précède pas l'action, elle en est la conséquence. Ce n'est pas « je me sens prêt donc j'y vais », c'est « j'y vais malgré le doute » et chaque fois que tout se passe bien, mon cerveau met à jour ma carte des possibles. Alors en conclusion, je vais vous laisser avec une phrase. C'est celle qui m'a le plus aidé personnellement, celle que je reviens chercher quand le doute parle trop fort. Mon cerveau est à la fois mon meilleur ami et mon pire ennemi. Il est votre meilleur ami parce qu'il va vous protéger, il va vous aider à survivre dans des environnements qui n'étaient pas faits pour vous, il va stocker des règles qui vous permettront d'aller jusque là où vous êtes. Mais il est votre pire ennemi quand il continue à jouer de ces vieilles règles dans un monde qui a changé, quand il vous empêche d'entrer dans des pièces où vous avez désormais le droit d'être, quand il confond la prudence d'hier et le frein d'aujourd'hui. La mobilité sociale a des freins extérieurs qu'il faut continuer de combattre, elle a aussi des freins intérieurs qu'on peut commencer à travailler maintenant avec ce qu'on a et là où on est. Les deux ne s'opposent pas, les deux sont nécessaires. Et si vous ne retenez qu'une chose de cet épisode, que ce soit celle-ci, ce que vous ressentez est réel, mais ce n'est pas forcément vrai, et cet espace entre les deux, aussi petit soit-il, c'est là où tout commence. Merci d'avoir écouté cet épisode des Pieds dans le plat. Ce podcast
vous est destiné. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire de quel sujet vous aimeriez que je traite. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Et souvenez-vous, le meilleur antidote au biais, c'est la curiosité. À très bientôt.